Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est, on peut le dire, un peu la bête noire de pas mal d'utilisateurs de SketchUp, Ah oui, les composants dynamiques. Tout le monde en parle comme d'un outil incroyable, mais ça reste souvent une sorte de boîte noire un peu intimidante. c'est exactement ça. On voit des démos, une bibliothèque qui s'ajuste, les étagères qui apparaissent comme par magie, et on se dit mais comment c'est possible? La promesse, elle est énorme. C'est ça, arrêter de tout redessiner et commencer à créer des objets vraiment intelligents. Voilà. Et pour décortiquer tout ça, on s'est appuyé sur une série de tutoriels vidéo de la chaîne YouTube Biblio 3D. C'est un guide qui nous prend vraiment par la main, du plus simple au plus complexe. Une approche pas à pas. Exactement. Et notre mission, c'est de comprendre le déclic. Le moment où un objet 3D tout bête, un cube, devient intelligent. On veut voir comment on passe d'un modèle statique à une mini-application en fait. J'aime bien cette idée, parce que c'est vraiment un changement de mentalité. On n'est plus juste dessinateur, on devient un peu architecte de système. Parfait. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord sur les bases. Dans SketchUp, il y a les groupes, les composants simples et ces fameux composants dynamiques. Oui, Un groupe, c'est juste une boîte pour tout déplacer ensemble. Un composant simple, c'est un clone. Je modifie l'un, tous les autres changent. Jusque-là, je suis bon? c'est une excellente image, c'est tout à fait ça. La grosse différence, c'est que le composant dynamique, c'est pas juste un clone. C'est un clone à qui on a greffé un cerveau. Un cerveau. Oui, une intelligence via une interface spéciale. La fameuse boîte de dialogue, attribut du composant. C'est vraiment là que la magie opère. D'accord, je crois que je vois. Donc cette fenêtre attribut, c'est pas vraiment un outil de dessin, c'est plus un endroit où on écrit des règles. Exactement. On dit à l'objet, ta longueur maintenant c'est 150 cm et c'est non négociable. C'est précisément ça. La toute première étape que montre le tutoriel, avec un panneau tout simple, c'est de figer les choses. On prend un attribut, comme la taille en X, l'aine X, et on tape égale 150. Et à ce moment-là, c'est fini. On peut plus les tirer à la main. Voilà, il obéit à la règle, plus à la souris. C'est là que les tutos introduisent la deuxième fenêtre, option du composant. Alors si je comprends l'analogie, la fenêtre attribut, c'est la salle des machines du bateau. Ah, j'aime beaucoup, oui. C'est complexe, il y a des tuyaux partout, c'est pour l'ingénieur. Et la fenêtre option, c'est le tableau de bord sur la passerelle. C'est parfait, c'est exactement la philosophie. Le capitaine, il a juste besoin des manettes essentielles. D'accord. Dans la salle des machines, notre fenêtre attribut, on a des dizaines de variables. C'est notre atelier. Et ensuite, on choisit quelques paramètres clés, la longueur, la couleur, et on les rend publics. Et ce sont ces paramètres qui apparaissent dans la fenêtre option. Exactement. Avec des étiquettes claires, genre largeur du meuble. On crée une interface utilisateur simple et sûre pour que personne ne puisse casser la mécanique par accident. D'accord. C'est une barrière de sécurité en fait. Et les tutoriels montrent qu'on peut même guider l'utilisateur, par exemple pour les couleurs. Pratique. Non, c'est clair. Donc, la solution, c'est la liste déroulante. L'utilisateur voit rouge, vert, bleu, il clique, et en coulisses, le composant traduit ça en RED ou en hashtag FF0000. C'est fluide pour l'utilisateur. Ok, donc on a un objet dont on contrôle les dimensions et les matériaux. Mais le vrai saut, c'est quand le composant prend ses propres décisions. Et voilà, on passe de l'objet configurable à l'objet intelligent. Et j'imagine que c'est là que l'exemple du panneau perforé des tutos devient super intéressant. C'est ça, on entre dans le dur. Le défi, une grille de trous qui doit s'adapter si on change la taille du panneau. Et là, les vidéos insistent sur un point, la hiérarchie. La structure des composants est cruciale. Oui, et ça c'est un principe fondamental qui va bien au-delà de SketchUp. C'est presque de la programmation. C'est-à-dire? Le tuto montre un emboîtement. On a un composant grand-parent, le panneau, dedans un composant enfant, le trou, et encore dedans un petit enfant, le perçage qui fait la découpe. Et la règle d'or, c'est que la communication ne saute pas de génération, c'est ça? Exactement. Le grand-parent ne parle pas au petit enfant. Il donne un ordre à son enfant direct. Le panneau dit au trou, le diamètre, c'est 5 mm. Et c'est le trou qui doit ensuite répercuter l'info au perçage. Voilà. Ça peut sembler un peu lourd, mais c'est ce qui rend le système stable. On évite qu'un petit changement tout en haut vienne tout casser 3 niveaux plus bas. C'est le jeu du téléphone arabe en fait, il faut passer le message de voisin à voisin. C'est la meilleure analogie possible. Une fois qu'on a compris cette règle, tout devient plus simple. Et les tutos montrent une autre astuce qui relève de la même logique, pour percer un panneau qui a de l'épaisseur.
Ah oui, l'astuce des deux découpeurs superposés. Honnêtement, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit que ça ressemblait plus à un hack bricolage qu'à une astuce de génie. C'est une très bonne remarque. Et la réponse c'est oui, c'est un peu un hack. Mais travailler avec un logiciel puissant, c'est aussi apprendre à contourner ses limites intelligemment. D'accord. SketchUp a cette règle, un découpeur ne perce qu'une seule face. Point. Alors au lieu de se battre contre, on l'utilise. On met un découpeur devant et un autre identique derrière. Le résultat est parfait et on a respecté la règle du jeu. C'est une solution élégante à une contrainte. Vu comme ça, c'est pragmatique. Bon, maintenant, la partie qui fait peur. Les formules mathématiques pour créer la grille de trous. Oui, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. En gros, on utilise deux choses. D'abord, on dit au premier trou, fais des copies de toi-même, avec l'attribut copies. Ok. Et ensuite, pour chaque copie, on calcule sa position avec une variable magique, copie. C'est juste le numéro de la copie. Pour la copie 1, copie vaut 1. Pour la 2, ça vaut 2, etc. Ah d'accord. Donc, la position en X, ça devient une formule du genre marge plus numéro de la copie, l'espacement. C'est exactement ça. Et SketchUp fait le calcul pour chaque trou. La grille se dessine toute seule. Et pour que ça soit vraiment robuste, les tutoriels montrent comment ajouter des garde-fous pour pas que l'utilisateur entre des valeurs absurdes. Un trait d'une boîte. Un videur. Oui. Le composant vérifie la valeur entrée par l'utilisateur et il se demande est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que la marge est plus grande que le rayon du trou? Et si la réponse est non? Le videur refuse. Le composant ignore la valeur de l'utilisateur et applique sa propre valeur de sécurité. Et là, le modèle devient infaillible. C'est super puissant. Donc, on a la hiérarchie, les formules de positionnement et les conditions logiques. Et j'imagine que c'est cette même logique qu'on retrouve dans les exemples plus complexes, comme l'armoire. L'architecture est exactement la même, mais à une plus grande échelle. Le composant parent, armoire, gère la hauteur, la largeur, le nombre de modules, Et il transmet ces infos à ses enfants. aux montants, aux tablettes, aux portes. Une seule tablette, par exemple, va recevoir l'ordre de se copier autant de fois qu'il y a de modules. C'est le même principe que nos trous appliqués à l'infini. Il y a même un exemple amusant avec une chaise et un personnage qui changent de manière aléatoire. On peut donc introduire du hasard. Absolument. Avec la fonction runBetween, qui veut dire choisir un nombre au hasard entre x et y. Comment ça marche? Dans l'exemple, plusieurs personnages sont superposés. La fonction tire un nombre au sort, disons entre 1 et 10. Et chaque personnage a une règle du type si le nombre tiré est 3, alors je suis visible, sinon je suis caché. Ah, d'accord. Ici, le nombre tiré est 9, par exemple. Eh bien, si aucun personnage n'est associé au numéro 9, personne n'apparaît. Ça permet de peupler une scène d'architecture de manière vivante, pour pas avoir que des clones. C'est génial. Et pour finir, les tutoriels insistent sur le fait de soigner la présentation pour l'utilisateur. Oui, et c'est un détail qui change tout. On peut utiliser des balises HTML toutes simples, comme B pour le gras ou fonte pour la couleur, directement dans les étiquettes de la fenêtre Options. Pour rendre ça plus clair. Voilà, pour créer des titres, des séparateurs, on passe d'une liste de paramètres un peu brute à une vraie interface de configuration beaucoup plus pro. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a des plugins. Oui, la chaîne en mentionne quelques-uns, par exemple Curic DCU, qui offre une interface pour les options beaucoup plus moderne que celle de SketchUp. Il y a aussi les plugins de SimJoubert qui ajoutent de nouvelles fonctions, de nouvelles briques logiques. Ou encore FlexTool. Dire lui enlever son intelligence pour le figer. C'est pratique pour l'exporter vers un autre logiciel. Bon, si on fait la synthèse de tout ça, ce que ces sources nous montrent, c'est que les composants dynamiques, c'est bien plus qu'une fonction. C'est un vrai changement de paradigme. Oui, tout à fait. On quitte le dessin pur pour entrer dans la création de systèmes. C'est une sorte de programmation visuelle pour les objets 3D. La courbe d'apprentissage est réelle, c'est sûr, mais cette approche pas à pas rend la montagne beaucoup plus facile à gravir. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant si on prend un peu de recul, c'est que tous ces exemples sont liés au mobilier, à l'architecture. Mais cette logique de conception paramétrique, elle est universelle. C'est-à-dire? Imaginez appliquer ça à la science. Un composant dynamique qui représente une molécule. On pourrait changer la longueur d'une liaison atomique avec un curseur et voir toute la structure se réorganiser en direct. Ah oui, je vois. Ou en urbanisme, un bâtiment dynamique dont on ajuste la hauteur pour voir son ombre sur le quartier ou dont on change la fonction pour voir l'impact sur les flux de circulation. La question n'est plus qu'est-ce que je dessine, mais quel système interactif est-ce que je suis en train de construire.